faut absolument qu'on trouve une solution à ces diffusions en direct, car on a remarqué quand même qu'il y a quand même des choses qui vont pas. Moi, j'ai aucun problème de réseau, véritablement aucun. Je suis sous Wi-Fi. La Wi-Fi fonctionne très bien. Et même si j'avais pas la Wi-Fi, de toute façon, je suis en 4G. Donc c'est autre chose. Et c'est seulement quand je fais des vidéos en direct que, qu'il y a des interruptions comme ça. Donc il va quand même falloir qu'on trouve une solution à ça, que ce soit moi, que ce soit les autres militants qui font des vidéos. Il y a quand même il y a quand même un problème. C'est vraiment pas de la paranoïa mal placée. J'ai longtemps, j'ai longtemps aussi, j'ai longtemps aussi pensé qu'on en faisait un peu trop, qu'on faisait de la paranoïa, mais finalement, il y a vraiment un problème, quoi. Je pense que, à mon avis, avec leurs hackers grassement payés, ils font un travail de sape pour éviter qu'on puisse passer les informations et qu'on puisse dire les choses sur la seule plateforme qui nous est encore ouverte, sur la seule possibilité que nous avons d'exprimer nos opinions librement, en sachant que les médias ne font pas leur travail, évidemment, parce que sinon on parlerait des centaines et des centaines de nos prisonniers dans les médias. Et donc la seule fenêtre de tir que nous avons, c'est les réseaux sociaux, et à chaque fois qu'on essaie de s'exprimer, il y a des coupures, il y a des tentatives d'interruption, etc. Et je ne suis pas le seul, je suis pas le seul à le penser. Et véritablement, de ma part, c'est pas de la paranoïa mal placée. Je déteste ça. Je déteste quand euh, je déteste quand on fait de la paranoïa gratuite. Mais là, évidemment, j'ai un forfait que je paye quand même un peu plus cher que la moyenne pour, euh, pour éviter ce genre de choses. J'ai de la Wi-Fi, je suis à la maison, il ne devrait y avoir aucun problème, mais à chaque fois que je m'exprime, il y a des coupures. Et je ne suis pas le seul. Et bon, moi j'ai déjà écrit à Facebook plusieurs fois, j'ai aucune réponse. Je pense que c'est autre chose. Il faut qu'on puisse aussi s'armer avec des amis qui sont informaticiens ou qui peuvent nous aider. Il faut qu'on puisse résoudre ces problèmes-là parce que ça commence à devenir problématique, même dans les manifestations, etc. À chaque fois qu'on essaye à chaque fois qu'on essaye de partager nos idées sur les réseaux sociaux, on a des coupures. Voilà. Donc bon, bah, je vais continuer parce que bon, ça, évidemment, ça coupe un peu dans l'élan, mais je vais continuer parce que je vois que vous êtes quand même nombreux à me suivre et ça me fait vraiment super plaisir. Et si vous pouvez partager, c'est encore mieux. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui puissent me regarder à partir du moment où je parlerai en français. Donc, à partir de là, ben, je vais continuer et c'est un vrai plaisir. Voilà. Donc, on parlait de la France et donc du travail qu'ils ont fait au Parlement européen pour éviter que Nasser Zvizafi puisse avoir le retentissement qu'il a eu. Mais malgré tout, les parlementaires, le comité qui a travaillé pour Nasser Zvizafi, ils ont fait un travail formidable et nous on les remercie. Et donc du coup, moi je vous donne rendez-vous jeudi. Pardon, je ne sais pas si c'est jeudi, le 25. Bref, en tout cas le 25, je suis complètement dans les jours, je suis complètement perdu. Euh, est-ce, est-ce que ça coupe encore? Est-ce que ça coupe encore? Non, ça coupe pas. Ok, très bien. Bon, bah, je continue. Voilà, donc le 25 à 10 heures, devant le Parlement européen, on a une autorisation de 10 heures jusqu'à 17 heures, donc ce qui nous donne largement le temps de se rassembler, de crier notre joie, de crier notre soutien, de créer comment dire ça, notre cher Nasser Zvizafi. Et surtout de marquer le coup. Il faut que ces gens-là puissent comprendre qu'on est quand même là, venus de toute l'Europe. Et je tiens à dire qu'il y a déjà des transports qui sont organisés de Anvers, de Bruxelles, d'Allemagne, de Francfort, etc.,
pour venir. Et je vous invite à venir tous très nombreux. Évidemment, les Rifains de Strasbourg aussi seront au rendez-vous, je l'espère. En tout cas, on l'a dit, on fait tout pour que les gens soient là. Et là, il n'est pas question de venir parler de républicanisme ou de parler d'autre chose, c'est de venir appuyer la candidature de Nasser Zvizafi, de le faire entendre et que ça puisse avoir un retentissement à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, ça c'est pour le 25. Moi personnellement j'y serai parce que je suis le porteur de l'autorisation. Oui, c'est à Strasbourg le résultat, exactement. Le résultat a lieu à Strasbourg le 25. Donc nous, on sera le 25 ici à Strasbourg si vous êtes intéressés pour venir. Et voilà, on va essayer de faire ça dans la bonne humeur, dans la joie, comme d'habitude. Et j'espère qu'on sera dehors les premiers à connaître la très très bonne nouvelle. La véritable gifle, le véritable tsunami pour le régime marocain, ce serait que Nasser Zvizafi soit élu par des pays démocratiques pour sa liberté d'expression, qu'il soit nommé pour son courage, pour son pacifisme, pour tout ce que n'a pas le régime marocain. Et c'est quand même une véritable leçon, ça l'est déjà parce que le fait d'être arrivé jusqu'à là, ça prouve quand même qu'il y a un soutien maintenant qui n'est plus seulement populaire, mais qui a un soutien dans les institutions. Ça veut dire qu'il y a des parlementaires européens, il y a des hommes politiques qui ont porté ce message. Et donc, c'est un véritable soutien et nous, on est très fiers de ça. Nous, on est très très fiers de ça parce que pour des Rifains, aujourd'hui, en 2018, qui aurait un jour imaginé que nous serions là en train de discuter d'une remise du prix Sakharov à un Rifin? Qui? Évidemment, personne. Évidemment, personne. Il y a 2 ans, avant la mort de Mohsin Fikri à Tiahmabé, personne n'aurait un jour imaginé que nous serions là en train de discuter d'un rassemblement devant le Parlement européen à Strasbourg pour éventuellement la victoire de Nasser Zvizafi. C'est quelque chose d'inimaginable. C'est quelque chose qui, pour moi, qui est de l'ordre du rêve. Donc aujourd'hui, on en est là. Et c'est vrai, nous ne sommes pas en train de rêver, c'est la vérité. La vérité, c'est que Arifi, il est en finale du prix Sakharov pour la liberté d'expression devant le Parlement européen. Ça, c'est la vérité. Et donc, si on prend en considération ces paramètres-là, c'est déjà une victoire. C'est déjà une énorme victoire. Mais la cerise sur le gâteau, ça serait que, évidemment, Nasser Zvizafi gagne le prix et il y a des grandes chances. Il y a des grandes chances parce que je ne sais pas si vous l'avez senti, je ne sais pas si vous le sentez dans l'air du temps, mais tout ce qui se passe là, avec l'Arabie Saoudite, avec comment dire ça, le Premier ministre français, non, le ministre de l'Intérieur français qui parle de mettre des forces de l'ordre à la douane espagnole pour que les Africains évitent. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un tournant. Il se passe des choses. Pour certains historiens, comme Michel Onfray, qui est un philosophe, Michel Onfray, pour lui, le tournant a eu lieu en 2016. A eu lieu au moment quand la France a voulu passer à l'offensive en Syrie et ça n'a pas marché. Il y a eu un tournant dans la politique internationale. Il y a des gens, il y a des dissidents dans les démocraties européennes, américaines. Il y a des gens qui pensent autrement. Il y a des gens qui pensent autrement. Il y a des gens qui pensent que le régime saoudien, avec tout son argent, avec toute sa force de frappe économique, financière, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce qu'ils ont des opinions publiques, parce qu'il y a un effet boomerang. Ils savent aujourd'hui que quand ils soutiennent des régimes comme le régime marocain, il y a un effet boomerang, il y a quelque chose qui revient ici. Mais l'effet boomerang, il y a quelques années, quand il n'y avait pas la mondialisation, l'effet boomerang prenait du temps. Mais maintenant, vous faites quelque chose en octobre, avec la mondialisation, en décembre, vous en payez déjà les pots cassés. L'Allemagne est la première nation au monde à avoir déclaré geler toutes ses exportations en Arabie Saoudite.
c'est un événement sans précédent. Personne n'aurait imaginé que nous pouvions un jour, qu'un pays européen, surtout l'Allemagne, qu'un pays européen puisse geler ses exportations en Arabie Saoudite. Personne. Tellement ce pays est puissant financièrement. Mais avec ce qui s'est passé avec la Syrie, avec la vague d'immigration qu'il y a eu en Europe, l'Europe aujourd'hui sait qu'elle paye les pots cassés très rapidement. L'Europe aujourd'hui, elle sait qu'avec la mondialisation, les actes qu'ils commettent aujourd'hui au Maroc, etc., avec le soutien des dictateurs, ils vont le payer très rapidement. Il se passe des choses. Très rapidement, ça veut dire que ce n'est pas la peine d'attendre 30 ans pour que les Européens puissent payer les pots cassés de ce qu'ils ont fait. Par exemple, la guerre du Golfe, en 2003. Ça a pris quand même du temps pour que les Américains et l'opinion internationale puissent se rendre compte que c'était une erreur. Mais aujourd'hui, ça ne prend pas autant de temps. Aujourd'hui, les opinions publiques, les analystes, les philosophes, les historiens, ils mettent en garde ce genre de choses. Ils savent, ils disent qu'avec la mondialisation, nous n'avons pas intérêt forcément à soutenir des dictateurs. Et la situation du Maroc, elle est symptomatique par rapport à ça. La situation du Maroc est une situation doublement plus proche de par sa géographie. C'est un pays francophone, etc. Et les Européens savent que dans les exilés syriens, il y avait des centaines et des centaines, voire des milliers de Rifins et de Marocains. Ils le savent. Donc, la solution pour eux, c'est évidemment pas de se passer du pétrole saoudien du jour au lendemain, mais ils cherchent les alternatives. Ils cherchent, par exemple, des alternatives, des forces démocratiques dans ces pays-là. Et il faut que les Européens comprennent que dans le Rif, il y a des alternatives au régime alaouite. Il y a des alternatives. Il y a des gens qui sont capables de se mettre autour d'une table avec les Européens, de discuter, de parler d'avenir, de parler d'économie, de parler d'émigration, de parler de culture, de parler d'échanges linguistiques, de parler d'université, etc., etc. Ils le savent. Et je pense que la nomination de Nasser Zvezafi au prix Sakharov pour la liberté d'expression au Parlement européen est une première pierre à l'édifice. Je pense que les jours du régime alaouite sont comptés. Je pense que c'est le début de la fin. C'est ça. C'est ça, pour moi, l'analyse, la lecture du prix Sakharov pour Nasser Zvezafi. Je pense que les forces démocratiques progressistes, et notamment dans les oppositions, partout en Europe, ont cette lecture sur le long terme. Et ils savent que le mouvement du Hirak en Europe, ils savent qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. C'est pour ça que moi je disais, bon je le disais en Tarifecht, mais je le disais si vous voulez, dans une façon un peu plus populaire que celle de ce soir, il faut que nous, en tant que peuple, on puisse se préparer à ça. Nous, il faut qu'on puisse se préparer à ces alternatives. Parce que, à mon avis, le régime marocain vit ses dernières heures. Et je schématise un peu, mais c'est ça. Le régime marocain vit ses dernières heures. Plus rien ne fonctionne. Plus rien ne fonctionne. C'est-à-dire même les bases des choses qui le faisaient tenir, c'est-à-dire la répression, les emprisonnements, etc., ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. La corruption, la violence, la drogue, etc., ça ne marche pas. Il y a un gros dysfonctionnement dans le régime marocain. Et c'est un régime, qui a, si vous voulez, qui a une ossature de mafia sicilienne. Quoique moi j'ai plus de respect pour la mafia sicilienne que pour la mafia alaouite. C'est une
c'est une façon pour nous de comprendre que ce n'est pas forcément nous qui allons faire tomber le régime. Le régime s'écroule de lui-même. Les Marocains vont s'en occuper. Nous, les Rifins, notre travail, et notamment ici en Europe, c'est de se préparer à ça. De préparer les alternatives, de discuter avec les forces politiques en Europe, avec les parlements, avec les régions, avec les partis, ici en Europe, de créer un lobby, de créer une puissance économique. C'est ça notre travail ici en Europe. Et j'invite les Rifins qui sont ici en France, et j'invite les Rifins qui sont dans le Rif de s'emparer de cette question-là aussi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Rifins dans le Rif qui sont francophones, qui sont parfaitement francophones. Certains parlent français mieux que nous ici. Donc il faut se préparer à ça. Parce que, évidemment, on le voit, c'est visible à l'œil nu, ce régime est vraiment au bord du précipice. Et quand je vois ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite, vous savez quelles sont les connivences entre l'Arabie Saoudite et le Maroc. Quelque part, le Maroc est une pâle copie, si vous voulez, c'est un low cost du régime saoudien. Le Maroc est un low cost du régime saoudien. C'est une pâle copie du régime saoudien. Donc si aujourd'hui des puissances économiques comme l'Allemagne, on arrive à dire à l'Arabie Saoudite, nous ne voulons plus travailler avec vous et on va rompre toutes nos relations commerciales avec vous, ils sont capables de le faire avec le Maroc, mais sans problème. La question, c'est pas ça aujourd'hui. Et on y arrive. La question, c'est même pas ça. La question, c'est est-ce que nous, en tant que Irifiyin, est-ce que nous, on est prêts à l'alternative? Est-ce que nous sommes prêts politiquement à l'alternative? Est-ce que nous analysons la situation? Est-ce que la situation est évidente? Moi, personnellement, je pense que oui. Je pense qu'il y a des forces intellectuelles, je pense qu'il y a des forces politiques, je pense qu'il y a une base militante qui fait de nous une vraie force alternative. Mais tout cela se construit. Et ça se construit comment? Il faut discuter, il faut débattre, il faut se réunir, mais il faut que les choses soient dites clairement. Les choses qu'on doit dire clairement, c'est quoi? Il faut reconnaître que c'est un État mafieux. Il faut reconnaître que c'est un roi criminel. Il faut reconnaître que c'est un régime sanguinaire. Il faut reconnaître que le chef de l'État qui s'appelle Mohammed VI est un roi criminel. Ça, c'est les bases de la discussion. Si on ne reconnaît pas ça, c'est-à-dire que nous crachons sur l'histoire des Rifins. Nous crachons sur l'histoire de nos parents. Nous crachons sur l'histoire des militants qui sont morts. Nous crachons sur Mohsin Fikri. Nous crachons sur Ahmed Al-Attabi. Nous crachons sur les 5 qui sont morts à la banque. Ça, c'est la réalité. C'est une base des discussions. Et il faut aussi, la base des discussions, il faut que nous disions bien clairement que Chine des Maziran. Nous sommes Imaziran. Nous sommes Rifins. Et nous sommes occupés. C'est une force d'occupation. Ça, c'est la base de la discussion. Et si vous voulez, c'est là qu'il y a une divergence avec nos amis les Khozoma Chokiye. La divergence, elle est là. C'est que la base de la discussion, quand ils disent oui, il faut s'asseoir autour d'une table pour discuter, mais la base de discussion dont je viens de vous parler, elle n'existe pas. Ils nous parlent d'un pays, arabe, ils nous parlent de gouvernement. Ils nous parlent d'un pays arabe, nous on parle de Rif al-Watan, c'est-à-dire le Rif nation, la nation du Rif. Ils nous parlent de gouvernement, nous on parle d'une dictature, d'un roi dictateur. Ils nous parlent des événements, nous on parle de l'Hirak. Ils nous parlent des prisonniers politiques, nous on parle des kidnappés, des otages. Ça, c'est la base d'une discussion. À partir de là, on peut parler. Mais si on ne peut pas dire ces choses-là,
On ne peut pas discuter. C'est pour ça que nous, on a pris l'initiative bon, de mettre en place cette organisation politique qui apparemment plaît et fonctionne, etc. Et on va essayer de la faire la plus populaire possible, ouverte, la plus ouverte possible, la plus féministe possible. Et pour ça, moi, je compte sur la femme Rifaine pour qu'elle s'empare de la situation, de notre cause. Parce que c'est sa cause à elle aussi, et en premier lieu. Mais la base des discussions, c'est ça. Et c'est ça qu'on a dit à Francfort. Et c'est ça que moi, je continue à dire dans mes lives. Et c'est ça que certains appellent des radicaux. Est-ce que parce que moi, je suis pour un RIF indépendant, qui est géré par ses propres enfants, est-ce que c'est ça qui fait de moi un radical? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en Europe? Aujourd'hui en Europe, on a, enfin si vous voulez, à part la France, comme toujours la France, c'est l'immobilisme, c'est l'État qui ne bouge pas. À part la France, tous les autres pays, ils tendent, dans le cadre de la mondialisation, ils tendent vers le fédéralisme. Qu'est-ce que c'est le fédéralisme? Le fédéralisme, c'est des États, mais qui sont gérés régionalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des particularités régionales. Et les particularités régionales, elles sont, comment dire ça? Elles sont indéfectibles avec les gens qui ont grandi, qui sont nés. On ne peut pas considérer qu'on est tous un. C'est pas vrai. On n'est pas tous un. On a tous des particularités culturelles, linguistiques, climatiques, etc., etc. On ne peut pas considérer qu'on est tous un. C'est pas vrai. Et donc ça, c'est ça qui est moderne. Aujourd'hui, dans les pays démocratiques, moi j'étais beaucoup au Canada, quand vous êtes au Canada, c'est ça qui est moderne. C'est le fait de dire, voilà, moi je suis de telle région. Il n'y a qu'au Maroc que quand vous dites, voilà, moi je suis de telle région et je voudrais développer ma région, c'est un crime. D'ailleurs en France aussi, hein, y a beaucoup de problèmes avec les Alsaciens, avec les Bretons, avec les Corses. Mais c'est des gens qui ont des particularités, on ne peut pas les nier. Et c'est ça le problème. Et donc le modernisme, c'est ça. C'est un grand continent, l'Europe est un grand continent, mais qui sera constitué de grandes régions. La Bavière, l'Alsace, la région du Rhin, la Belgique du Sud, la Belgique du Nord, etc., etc. Et c'est ça le modernisme. Et c'est ça que l'Europe est en train de construire dans un cadre d'un grand bloc. Il y aura des régions. La Catalogne, c'est aussi un signe très fort. Et nous, les Rifins, il faut qu'on puisse s'inscrire là-dedans. Il faut qu'on pense à demain. Il faut qu'on pense à demain. Il faut qu'on puisse s'imaginer aussi dans un grand bloc européen. Il faut qu'on prenne l'habitude de parler comme une nation. Oui, on a des particularités. Nous ne sommes pas les mêmes que les gens de Qla'at Srarna. Et on ne parle pas de différence ethnique, c'est pas du tout ça. Il y a certains qui nous ont même taxés de fascistes. Est-ce que le fait de dire que moi je suis rifin et je suis fier de ma culture, de ma langue, et j'ai envie de la mettre en valeur, et j'ai envie de l'exprimer, et j'ai envie de le dire, est-ce que ça fait de toi un fasciste? Non. Bien au contraire. Parce que quand on aime sa culture, quand on aime sa langue, quand on aime sa région, quand les autres ont une région, etc., on ne peut que les aimer. Mais on n'est pas obligé d'être les mêmes pour s'aimer. D'ailleurs, les meilleurs couples, même en amour, les meilleurs couples qui fonctionnent, c'est des couples qui ne sont pas les mêmes. En général, quand c'est les mêmes, ça ne va pas. C'est ça la réalité. Et donc, les rifins, aujourd'hui, ils doivent s'inscrire dans cette pensée-là. C'est le futur, c'est ça l'avenir. Il faut que nous, on avance. Il faut qu'on puisse raisonner comme une grande région de ce bloc-là.
Là, je vois qu'il y a des choses qui bougent aussi en Andalousie. C'est pareil. Les Andalous aussi ont très vite compris qu'ils avaient des particularités. Qui peut nier ça? Quand vous rendez à Grenade, vous ne pouvez pas nier qu'il y a des particularités régionales. Quand vous rendez à Séville, vous ne pouvez pas nier, ne serait-ce que l'accent. Et dans l'Occitanie, dans le sud de la France, etc. C'est ça l'avenir. C'est les démocraties directes, populaires, le fédéralisme. C'est ça l'avenir. Et les seules nations qui ne comprennent pas ça, c'est des pays où il y a la dictature. Et la France, elle a tellement d'intérêt économique dans les pays où il y a des dictatures qu'elle fait ce jeu-là, aussi chez elle. La France, c'est la France qui a empêché les Catalans d'arriver à leur but. C'est la France qui a fait ça. Et nous, aujourd'hui, il faut qu'on comprenne aussi que, voilà, si je dois résumer tout mon propos de ce soir, non, je vais finir en français. Si je commence à traduire, ça va être très compliqué. Donc, je vais finir en français et je ferai un live dimanche. Smazert. Si on résume toute ma pensée, tout ce que je viens de développer, il faut qu'on puisse, nous, en tant que rifins européens, à un moment donné, réfléchir et se concentrer nos efforts de militantisme et d'activisme vers ce pays qui s'appelle la France quand même. C'est quand même ce pays qui a les plus gros contrats si vous voulez, des ressources naturelles que nous avons dans le Rif. C'est quand même ce pays qui soutient coûte que coûte ce régime sanguinaire. C'est quand même le premier homme politique officiel à s'être exprimé sur la question du Hirak, c'est quand même Emmanuel Macron. C'est quand même à Paris qu'il y a toutes les officines des politiques marocaines. C'est quand même à Paris qu'il y a les sièges des grosses sociétés alaouites. Si je prends par exemple que l'office chérifien du phosphate, c'est à Paris où il y a le siège. C'est pas à Rotterdam. C'est pas à Munich. C'est pas à Bruxelles. C'est quand même à Paris où il y a la holding royale. Son siège, il est connu. C'est quand même à Paris où il y a des lobbies qui sont publics, qui travaillent pour le régime marocain. C'est quand même à Paris où il y a un groupe parlementaire de collaboration qui s'appelle le groupe parlementaire franco-marocain. C'est quand même à Paris que, si vous voulez, que tous les ministres mafieux du Maroc viennent passer leur week-end. Si on ne comprend pas ça, mais on n'a aucune lecture stratégique du Hirak, si on ne comprend pas que c'est la France qui soutient ce régime coûte que coûte, et elle va le soutenir jusqu'au bout. Moi qui vous parle là ce soir, il y a des moments où je m'inquiète pour ma propre sécurité en France. Je sais que la France, elle peut m'atteindre. Si elle doit protéger, si elle pense qu'à un moment donné, moi, je peux être le cercle Eugène Delacroix, c'est ça. Si la France, à un moment donné, elle pense que moi, je peux être un danger pour son petit poulain, elle peut m'atteindre sans problème. Et elle l'a déjà fait par le passé. Il faut qu'on puisse quand même concentrer nos efforts sur la France. C'est pas les Pays-Bas, c'est pas la Belgique, c'est pas l'Allemagne. C'est la France qui a donné l'ordre de condamner Nasser Zefzafi à 20 ans. Si la France n'avait pas donné son accord, mais le régime marocain, il n'aurait jamais osé faire ça. C'est pas une décision que le régime marocain peut prendre. Ce régime-là, il ne décide de rien. C'est des sbires. C'est ce qu'on appelle des domestiques. C'est les domestiques de la France. C'est l'arrière-cour. C'est l'arrière-cour de la France. C'est son terrain de jeu. C'est là où elle teste ses produits chimiques sur l'agriculture. C'est là où... Enfin, je vais pas étaler tout ce que je pense là-dessus, mais c'est ça. Il faut qu'à un moment donné, on puisse être stratégique dans nos efforts. Si on commence à se balader dans le monde entier
aller dans des endroits, à ce moment-là, il faut aller à Saint-Domingue. Il faut aller en Croatie faire des manifestations. Alors évidemment, moi je suis le premier à voyager, à partir, à aller à Rotterdam, aller à Anvers, aller à Düsseldorf, etc. Parce que ça nous fait toujours plaisir d'être là, d'être tous ensemble, d'être nombreux, et quelque part de se soutenir, d'être ensemble. Mais à un moment donné, il faut quand même être stratégique. À un moment donné, il faut quand même concentrer nos efforts. Je veux dire, la France, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début du Hirak? À part une manifestation qui était réussie, où les gens, où les rifins ont compris que c'était important d'aller à Paris. Et on n'a rien fait, la France, elle est tranquille. Elle continue son chemin de croix, les médias français ne parlent pas de nous, évidemment. Les intellectuels français, pareil. D'ailleurs, c'est une honte. C'est une honte. Honte à eux, les intellectuels français. Ils se considèrent comme des intellectuels. Ils se considèrent comme des progressistes. Ils se considèrent comme des gens qui ont des idées. L'exception française. Mais qu'est-ce qu'ils ont écrit sur le RIF depuis 2 ans? Rien. Ils ne sont pas au rendez-vous. C'est une honte. Donc nous, si on ne comprend pas ça, si on n'a pas compris que la partie se joue à Paris, on n'a rien compris. On va continuer à se promener dans l'Europe entière, etc. Moi, je vous invite tous à réfléchir là-dessus. Et moi, je suis en train d'organiser quelque chose sur Paris. Je viendrai avec des dates précises, etc. Mais il faut frapper un grand coup à Paris. Il faut frapper un grand coup à Paris. Paris, ça aurait dû être l'épicentre de notre mouvement. Alors évidemment, à Paris, bon, il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on prenne des initiatives. C'est des réfugiés, non. Ils n'acceptent pas qu'on fasse des initiatives sur Paris, etc. Mais Paris, ça ne leur appartient pas. Donc, j'ai un message très clair à faire passer, c'est qu'il faut qu'on puisse, faire quelque chose sur Paris, il faut qu'on concentre sur Paris, sur les médias français, sur les intellectuels français, etc. Et il n'y a que comme ça que nous parviendrons à faire passer le message. Voilà, ça c'est pour l'histoire de Paris. Après, la question des médiatiques qui est en train de se passer depuis la semaine dernière, c'est cette histoire avec les journalistes saoudiens. Bon, alors, c'est marrant quand même parce que ces méthodes-là, nous, on les connaît. Ils les font dans le RIF depuis des décennies. Alors aujourd'hui, l'opinion publique internationale, elle est là, oh là là, qu'est-ce qu'ils font les Saoudiens, machin, etc. Mais Mohsin Fikri, c'est pareil. Les méthodes de ces régimes-là, d'ailleurs, c'est des cousins. La famille Qurayshite et la famille Alaouite, c'est des cousins. Donc, ces régimes-là, ils font la même chose. Il suffit d'aller voir juste de l'autre côté du détroit de Gibraltar, et puis vous comprendrez ce qui se passe. Mohsin Fikri, Imad Al-Attabi, et les autres, et les autres, et les autres. Donc voilà, il faut que nous, on soit préparés à ça. Ce régime-là qui s'appelle le régime marocain, je pense que c'est un régime, c'est un monstre qui n'a pas encore montré ses dents. C'est un monstre qui n'a pas encore montré ses ongles. C'est un monstre qui, à un moment donné, va vouloir se défendre. Ils peuvent venir nous chercher chez nous, ici en France, nous assassiner, enlever nos enfants, nous découper en morceaux, exactement de la même manière que les journalistes saoudiens. Et ça, nous, on le sait. Le trait d'union, si vous voulez, c'est le fil conducteur qui lie ces régimes-là, c'est ça. C'est leur férocité à s'attacher au pouvoir coûte que coûte. Donc ça, voilà. Bon, alors je vais peut-être pas insister là-dessus, mais la réalité, c'est ça. Voilà. Ensuite, nous avons Düsseldorf. Düsseldorf, bon, alors Düsseldorf, c'est une ville qui est maintenant connue dans le Hirak. Saoumet Youba, il est de là-bas. Il y a un certain nombre de militants là-bas qui sont autour de lui. Il y a une équipe de militants très actifs qui font un travail extraordinaire en Europe.
et qui font bouger les arcanes du palais royal. Et ça, moi j'insiste là-dessus parce que c'est la réalité. Donc moi je vous invite tous à aller à Düsseldorf pour célébrer, non pardon, pas célébrer, commémorer les 2 ans, de la mort de Mohsin Fikri, là où tout a commencé. Celui qui a donné sa vie pour qu'on puisse être à nouveau des Rifins et être à nouveau conscient de notre cause, celui qui a donné sa vie pour qu'on puisse nous vivre et exister, celui qui a donné sa vie pour que tous les Rifins puissent être un. Voilà, donc ça c'est le message que j'ai à faire passer. C'est dimanche, le 28 octobre à Düsseldorf. Alors, il y a beaucoup de pressentiments qui me font... bon, on a commencé à avoir un peu d'expérience parce qu'on a organisé plusieurs manifestations, plusieurs rassemblements. Donc il y a des choses comme ça qui nous parlent et qui nous disent que bon, ça va être réussi. Je vous invite absolument tous et toutes à venir très nombreux à Düsseldorf. C'est une ville qui est, on va dire, formidablement bien placée sur la géographie européenne. Autour, il y a une diaspora rifaine énorme, Belgique, Hollande, Allemagne, France. J'invite évidemment tous les Français aussi à être là-bas. Je vous invite à vous rapprocher de moi quand vous êtes là-bas parce que je parle des Rifins qui sont en France. Pour organiser la réunion d'information à Paris, j'ai besoin j'ai besoin d'un coup de main, tout simplement. Et j'ai besoin que ça puisse être fait dans les masses populaires pour que ça puisse avoir plus de crédibilité. C'est très important. Donc je vous invite à venir me rencontrer là-bas. Je pense organiser quand même une petite réunion en marge de la manifestation pour prendre les informations, voilà, former un petit groupe de travail. Voilà. Ça, c'est l'information pour Düsseldorf. Moi, je vous invite à venir. L'affiche, elle est là. Elle est là pour le 28. Vous serez évidemment bien accueillis, comme d'habitude. Et puis, j'espère que le 25, notre frère Nasser va recevoir le prix. Et moi, personnellement, je serai là-bas, en direct, en live, sur ma page Facebook. Je vous invite à aller sur YouTube, sur la page de Youba El-Reddewi, pour revoir cette vidéo, la partager un maximum et de l'envoyer à tous vos proches, même si vous connaissez des gens dans les médias, etc. N'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo-là. J'espère que j'ai été à la hauteur. Mine de rien, je me suis habitué à faire des lives starifest. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas que j'ai eu un peu de mal, paradoxalement. C'est quand même la langue dans laquelle je m'exprime le mieux, mais j'ai quand même eu un peu de mal. J'espère que vous avez été contents de ma prestation. Moi, je vous aime tous et toutes de tout mon cœur. Je suis fier d'être un Rifin parmi vous et au milieu de vous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Ayuzek Neu, Themsewi.